Que seriez-vous prêt à sacrifier pour protéger la seule chose que vous aimez le plus et si cette chose s'avérait être une personne? C'est l'histoire de deux êtres qui pensaient se battre pour un immeuble, alors qu'ils se battaient en réalité pour revenir à la vie, et elle montre qu'attendre le bon moment, même lorsque cela vous brise, peut être le plus grand acte d'amour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Claire Ashford tient déjà la lettre de démission qu'elle n'enverra jamais. Nous sommes un mardi de novembre 2019, et la ville de Boston a la couleur du vieux pewter sous les fenêtres du sol au plafond de Meridian Capital Group. Elle a 34 ans, elle est directrice senior des acquisitions, et il lui reste exactement 6 jours pour conclure l'accord qui sauvera sa division ou mettra fin à sa carrière. Le bien immobilier est un immeuble de 4 étages à usage mixte sur Newbury Street, estimé à 4,2 millions, inoccupé depuis que la succession d'Edward Ashford, son père, est entrée en homologation il y a 8 mois. L'ironie ne lui échappe pas. C'est elle qui doit le vendre. Le représentant de l'acheteur arrive avec 12 minutes de retard, ce qui lui apprend déjà quelque chose. Puis l'homme lui-même entre dans la pièce et lui révèle tout le reste. Daniel Voss a 40 ans, il est cofondateur de Voss Urban Development, avec une réputation de transformer des propriétés historiques sous-évaluées en espaces de charme rentables. Il est large d'épaules et avance avec le calme de quelqu'un qui a appris que l'urgence est une faiblesse en négociation. Il lui serre la main et sa poignée est ferme sans être démonstrative. Elle remarque sa main gauche. Pas d'alliance. Elle remarque qu'elle l'a remarqué et classe cela dans un coin de son esprit comme un problème qu'elle réglera plus tard. Ils s'assoient face à face dans la salle de conférence vitrée et la négociation commence comme toutes les négociations commencent, les deux parties prétendent avoir plus d'options qu'elles n'en ont réellement. Claire présente les comparables. Daniel remet en question l'évaluation structurelle. Elle la défend. Il sourit, sans méchanceté, et dit qu'il aimerait organiser une visite avant la fin de la semaine. Elle propose jeudi. Il propose mercredi. Ils s'accordent sur jeudi. Elle ne lui dit pas que l'immeuble appartient à sa famille depuis 31 ans. Elle ne lui dit pas que son père a ouvert sa première librairie au rez-de-chaussée, ni qu'elle a passé tous les samedis de son enfance à ranger les retours et à lire derrière le comptoir. Elle ne lui dit pas que le vendre revient à signer un document déclarant officiellement la disparition de son père d'une manière que les funérailles n'ont jamais vraiment accomplie. Elle garde une voix égale et une posture fermée, l'accompagne jusqu'à l'ascenseur à la fin de la réunion et regarde les portes se refermer sur son visage qui est, pense-t-elle, un visage bien trop séduisant pour un homme qu'elle doit considérer comme une simple transaction. Le mercredi, elle trouve une excuse pour passer seule devant l'immeuble en voiture. Elle reste assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, dans l'obscurité de novembre, à regarder les fenêtres du 2e étage où se trouvait autrefois le bureau de son père, et elle pleure exactement pendant 4 minutes, parce que c'est le temps qu'elle s'autorise depuis qu'elle a lu quelque part que le deuil a besoin de limites sous peine de tout emporter. Puis elle rentre chez elle. La visite du jeudi change quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de changer. Daniel traverse l'immeuble en silence, effleurant les moulures d'origine du bout des doigts, lisant les pièces comme on lit un livre que l'on aime déjà. Il lui demande combien de temps la librairie est restée ouverte. Elle répond, 31 ans. Il demande ce qu'il est advenu du stock. Elle répond que la famille en a donné la majeure partie et conservé quelques éléments. Il hoche la tête sans insister. Mais il s'arrête près de l'escalier arrière, devant la petite fresque peinte que son père avait commandée en 1998, une carte de lieux imaginaires avec de petites inscriptions manuscrites, Neverland, Narnia, la comté, et il reste là un long moment. C'était son idée, s'entend-elle dire. Il croyait que les enfants devaient comprendre que les histoires ont une géographie. Daniel la regarde alors, non pas comme un acheteur regarde une vendeuse, mais comme une personne regarde une autre personne lorsqu'elle réalise qu'elle se trouve en présence inattendue. Il dit, « Je vais être honnête avec vous à propos de quelque chose. » Elle se prépare. Il dit, « J'ai grandi à 3 rues d'ici. Je venais dans cette librairie tous les week-ends quand j'avais 11 ans. Votre père me laissait lire sans rien acheter. Il ne m'a jamais demandé de partir. » Elle reste silencieuse un instant. Elle dit, « Il faisait ça pour beaucoup d'enfants. » Je sais, répond Daniel. Je suis devenu promoteur à cause d'immeubles comme celui-ci.
parce que j'ai compris très tôt qu'un lieu pouvait contenir une vie entière. Elle détourne les yeux vers la fresque et sent le deuil monter puis se réorganiser autrement, comme des meubles déplacés dans une pièce qui aurait soudain une fenêtre là où se trouvait un mur. Ils dînent ensemble ce soir-là, officiellement pour discuter du calendrier des inspections, mais en réalité parce qu'aucun d'eux n'est prêt à quitter l'immeuble. Autour de pâtes et d'une bouteille de vin qu'il ne termine pas, elle apprend qu'il a construit son premier projet en 2009 grâce à un prêt de sa mère, qu'il a failli perdre son entreprise en 2015 lorsqu'un partenariat s'est effondré, et qu'il reconstruit lentement depuis. Elle lui parle des 8 mois de procédure successorale, du déménagement de sa mère à Portland et de sa manière de dormir 4 heures par nuit en appelant cela de l'insomnie alors qu'il s'agit en réalité de culpabilité. Il lui demande pourquoi de la culpabilité. Elle répond, parce que c'est moi qui le vends. Il dit, ou peut-être êtes-vous celle qui lui rend hommage en veillant à ce qu'il soit confié à quelqu'un qui le traitera correctement. Elle ne pleure pas. Elle lui en est reconnaissante. Ils se tiennent sur le trottoir devant le restaurant lorsqu'il lui dit qu'il aimerait la revoir, en dehors de la négociation. Elle répond que ce serait un conflit d'intérêts. Il dit, je sais. Elle répond, reposez-moi la question dans 7 jours. Il dit, d'accord. Ils partent dans des directions opposées et elle marche 2 pâtés de maison avant de s'autoriser à sourire. La signature du contrat est prévue pour le mercredi suivant. Le lundi matin, Claire reçoit un appel de l'avocat chargé de la succession. Il y a une complication. Une note dans le dernier amendement du testament de son père, rédigé au cours des 3 derniers mois de sa vie et découverte seulement maintenant, exprime le souhait que si l'immeuble est un jour vendu, il soit d'abord proposé à une organisation à but non lucratif, et que si aucune organisation n'est trouvée dans les 90 jours, les bénéfices soient répartis entre une fondation pour l'alphabétisation et un fonds de bourse universitaire, avec seulement une somme modeste revenant à la succession. Ce n'est pas une obligation légale. C'est une obligation morale. Et cela change tout. Claire reste parfaitement immobile dans son bureau, le téléphone à la main, après la fin de l'appel. Elle pense au fait que son père a passé 31 ans à faire de la place pour les personnes qui en avaient besoin, qu'il a laissé un garçon venant de 3 rues plus loin lire gratuitement tous les week-ends, qu'il croyait à la géographie de l'imaginaire. Elle pense à ce que cela signifie qu'elle ait traité cette vente comme une évolution de carrière, comme une transaction, comme une échéance à survivre. Elle pense à Daniel. Elle l'appelle. Elle lui raconte ce qu'elle a découvert. Elle lui dit qu'elle doit suspendre la signature, qu'elle compte consacrer les jours restants à contacter des organisations à but non lucratif pour leur offrir la priorité. Elle lui dit qu'elle est désolée. Il reste silencieux un instant. Puis il dit, ne vous excusez pas. Elle entend dans sa voix quelque chose qui n'est pas de la déception. C'est de la compréhension. Elle passe les 3 jours suivants à téléphoner, rédiger des propositions et envoyer des emails dont elle n'attend aucun résultat en 72 heures. Daniel lui envoie, mardi matin, une liste de 6 organisations à but non lucratif accompagnée d'une note, j'ai pensé que celle-ci méritait peut-être d'être contactée, je connais leur directeur, et elle réalise qu'il y réfléchissait déjà avant même qu'elle l'appelle. D'une certaine manière, il savait déjà quelle était la bonne réponse. Mardi après-midi, une organisation littéraire à but non lucratif appelée Open Page Boston répond. Ils sont petits, récemment créés et cherchent un siège permanent. Ils peuvent se rencontrer mercredi matin. La réunion dure 2 heures. À la fin, les termes sont clairs. La succession vendra l'immeuble à Open Page Boston à un tarif réduit, la différence étant versée au fonds de bourse précisé par son père, avec une clause garantissant la préservation perpétuelle de la fresque originale. Ce n'est pas l'accord qui sauve la division de Claire. Ce n'est pas l'accord que son directeur voulait. Elle l'appelle depuis le parking et démissionne avant qu'il ne puisse reconsidérer son avenir. Elle reste debout dans le parking vide, le téléphone à la main, et ressent, contre toute attente, une clarté absolue. Daniel l'attend devant l'immeuble lorsqu'elle arrive pour déposer les documents. Il tient 2 cafés et a l'expression d'un homme qui a répété quelque chose et hésite encore à le dire. Elle lui annonce qu'elle a démissionné. Il répond qu'il le sait, qu'elle avait mentionné une fois le nom de son directeur et qu'il avait un contact commun. Puis il dit, moi aussi, j'ai pris une décision. Elle attend. Il explique que Voss Urban Development va cofinancer la rénovation de l'immeuble pour Open Page Boston, sans aucun profit, comme projet d'investissement communautaire.
Il dit, je ne suis pas devenu promoteur pour posséder des choses. Je le suis devenu pour les protéger. Elle le regarde dans la lumière de novembre, qui a changé depuis ce premier mardi et qui ressemble désormais davantage à de l'orca de l'étain, et elle pense qu'elle a passé 8 mois à essayer de faire son deuil correctement, à essayer d'honorer son père par les bonnes procédures, et il s'avère que la chose la plus honnête qu'elle ait faite est de se tenir dans une cage d'escalier à côté d'un homme qui se souvenait de ce que cela faisait d'avoir 11 ans et de se sentir aimé. Elle dit, vous me devez toujours une question. Il répond, voulez-vous dîner avec moi ce soir, sans agenda, sans échéance et sans conflit d'intérêts? Elle répond oui. Ce soir-là, au dîner, ils parlent jusqu'à ce que le restaurant se vide autour d'eux. Elle lui parle de la carte des lieux imaginaires et de la raison pour laquelle son père y croyait. Il lui raconte que cette librairie fut le premier endroit de son enfance où il comprit qu'un inconnu pouvait être généreux sans rien attendre en retour, et que cela a façonné chaque bâtiment qu'il a tenté de protéger. Il parle du père de Claire, réalise-t-elle, mais aussi d'eux-mêmes, de cette solitude particulière des gens qui aiment profondément les choses et craignent de mal le faire. 4 mois plus tard, en mars 2020, la veille du moment où le monde commence à se refermer dans les quarantaines et la distance, Claire assiste à l'ouverture discrète de la salle de lecture d'Open Page Boston sur Newbury Street. La fresque est illuminée d'une lumière chaleureuse. Des enfants sont assis sur des coussins au sol, des livres dans les mains. Daniel se tient à côté d'elle et sa main trouve la sienne sans cérémonie, d'une manière qui ne ressemble pas à un commencement, mais à la continuation de quelque chose qui a toujours été vrai. Lorsque la ville rouvre complètement, 1 an et demi plus tard, ils ont déjà travaillé côte à côte sur 3 autres projets de rénovation à but non lucratif, et ils ont emménagé dans un appartement aux fenêtres orientées vers l'est, où la lumière entre tôt et où les bibliothèques vont du sol au plafond et débordent légèrement. L'immeuble de Newbury Street devient, dans les années qui suivent, un symbole du quartier, le genre d'endroit où les enfants découvrent que les histoires ont une géographie et que les inconnus peuvent être gentils sans raison. Le nom de son père figure sur une petite plaque de laiton près de l'entrée. C'est elle qui a choisi les mots, il faisait de la place. C'est la chose la plus vraie qu'elle sache dire, et il s'avère que c'est aussi la meilleure leçon qu'elle ait apprise de lui. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.